Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mercredi le 24 août 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 118 du podcast. Comme vous avez pu le remarquer, hier, j'ai pas pu faire le podcast le mardi, donc je le reprends aujourd'hui. Ça change pas grand-chose parce que dans l'épisode d'aujourd'hui, on va sortir un peu du marché des actions. Et je vais vous parler des autres classes d'actifs. Évidemment, là-dedans, il y a les titres à revenus fixes, les métaux précieux, la crypto, l'immobilier, tout ça. Il n'y a pas juste dans les stocks qu'on peut investir, même si, moi de mon côté, depuis que j'ai commencé à investir de façon autonome, depuis quasiment 10 ans, j'ai toujours eu un portefeuille à 100% investi dans les actions. Donc, je ne me suis pas diversifié en termes de classe d'actifs. J'ai toujours été all-in dans les stocks. Donc, je ne détiens pas d'obligations, je n'ai pas acheté de lingots d'or, je n'ai pas non plus de Bitcoin et je n'ai pas investi non plus dans l'immobilier. Au fait, tout mon argent a été placé à deux places. Un, évidemment, à l'intérieur de mon portefeuille d'actions cotées en bourse et de l'autre côté, ça a été investi à l'intérieur de mes business dans le but de les faire croître puis au final, soit des vendre ou soit de générer des revenus avec ça. Mais reste que c'est pas une mauvaise idée d'avoir une exposition à d'autres catégories d'actifs. Tu sais, on n'a pas toute la même tolérance au risque, on n'a pas toutes non plus le même horizon de placement. Moi, j'ai 32 ans, on s'entend que j'ai pas le même profil d'investisseur qu'un monsieur de 60-65 ans. Bref, je vais vous parler des autres possibilités d'investissement, c'est-à-dire où est-ce que vous pouvez placer votre argent dans le contexte actuel, donc avec la Banque centrale qui a augmenté les taux d'intérêt et aussi avec le niveau d'inflation qui demeure encore très élevé. Dites-vous que sur une période d'1 an, l'argent que vous avez laissé dormir dans un compte de banque, cet argent-là a perdu entre 7 à 8 % de son pouvoir d'achat. Autrement dit, chaque dollar vaut moins et ça vous permet d'acheter moins de choses pour la même somme. Et de l'autre côté, avec la hausse du taux directeur, ça devient moins intéressant pour ceux qui veulent emprunter. Logiquement, les taux d'intérêt sont plus élevés. Par contre, ça devient plus avantageux pour ceux qui veulent épargner parce que, généralement, quand les banques augmentent les taux d'intérêt sur leurs prêts, puis sur les différents types de crédits, ils vont également augmenter les taux d'intérêt qu'ils offrent à ceux qui vont épargner. Donc, ça va se refléter sur le taux offert sur les comptes épargne et aussi sur les certificats de placement garantis, communément appelés les CPG. Si je regarde du côté des comptes d'épargne à taux d'intérêt élevé, en date d'aujourd'hui, la plupart des banques, ils vont offrir du 1% annuel. Évidemment, il y a quelques promotions spéciales qui peuvent faire monter le taux d'intérêt pendant une couple de mois, mais dans l'ensemble, les comptes d'épargne sont autour de 1% par année. Pour vous donner un exemple concret, disons que vous avez 10 000 $ dans un compte épargne associé à un taux de 1%, donc un taux d'intérêt de 1%. À la fin du mois, vous allez recevoir, pour le calculer, c'est simple, vous allez recevoir 1% de 10 000, c'est 100 $. Puis ensuite, on le divise par 12, parce qu'évidemment, c'est versé à chaque mois. Donc, ça donne la somme de 8,33 $. Ça veut dire qu'avec ce 10 000 $-là, avec un taux d'intérêt annuel de 1%, vous allez recevoir 8,33 $ dans votre compte. On s'entend que c'est mieux que de laisser 10 000 $ dormir dans un compte chèque à 0,01%, mais reste que 1% par année, c'est pourri comme rendement, mais je vous apprends rien. Il n'y a personne qui s'est dit « Moi, demain matin, je vais m'enrichir en mettant de l'argent dans mon compte épargne avec ma banque. » C'est pas une stratégie gagnante non plus. Et si on se penche du côté des CPG,
De ce côté-là, évidemment, les taux d'intérêt, ça varie selon la durée du placement ou si le CPG est de type encaissable ou non remboursable. Mais si on regarde en moyenne, un CPG non remboursable sur une durée d'1 an, le taux garanti est autour de 2%. Mais si on fouille un peu, on est capable de trouver un peu mieux. J'ai vu du 3,75% chez BMO et du 4,5% chez Tangerine. Dans tous les cas, juste pour faire un comparatif, dites-vous qu'en ce moment, les bons du Trésor canadien, sur 1 an, ils offrent un rendement de 3,5% par année. Je vous rappelle que les bons du Trésor, c'est le type de placement le plus safe qui existe. Vous prêtez littéralement votre argent au gouvernement du Canada en échange d'intérêts. Et à noter que les bons du Trésor, c'est des placements à très courte durée. Tu peux avoir des bons du Trésor sur 1 mois si tu veux. Et c'est des placements aussi qui sont très peu volatiles. Au fait, pour moi, c'est pas mal le seul type de placement que vous pourriez investir votre fonds d'urgence. Parce que même si vous avez besoin de sortir des liquidités en cas d'imprévu, vous ne risquez pas d'encaisser des pertes avec des bons du Trésor. Donc, si vous avez un compte de courtage en ligne, la plupart des plateformes vous donnent accès en fait au titre à revenu fixe et donc à ce moment-là, ça vous permet d'acheter vous-même des bons du Trésor et de choisir, encore une fois, la durée de votre choix. Et tant qu'à vous parler des titres à revenu fixe, je vais vous parler des obligations corporatives avec une date d'échéance en fait qui termine quelque part dans le milieu ou de la fin de l'année 2026. Donc, on parle d'une date d'échéance dans 4 ans. Actuellement, de ce côté-là, il y a des excellents rendements. On parle de plus de 8% de rendement annuel garanti pendant 4 ans. Et ce n'est pas des compagnies super risquées. Je donne 2-3 exemples. Il y a Manuvie et Sun Life qui sont toutes les deux à 8,2% de rendement. Il y a aussi la Banque nationale qui est à 8,4%. J'en avais déjà parlé avant dans d'autres épisodes, mais je trouve que ça valait la peine de réitérer ce qui se passe du côté du marché obligataire parce que dites-vous que ces bonds-là, ils ont été émises au départ, puis ça devait offrir du rendement entre 3,5 ou 4% de rendement annuel. Mais là, avec la hausse des taux d'intérêt, le prix des bonds, le prix des obligations a diminué et inversement, leur rendement a augmenté. Donc, en ce moment, si tu es prêt à canner une certaine somme d'argent pendant 4 ans, jusqu'en 2026, tu peux aller te chercher du 8% par année avec ces obligations corporatives-là. Et là, c'est le même principe qu'avec les bons du Trésor. Tu peux accéder à ces titres-là via ta plateforme de courtage en ligne. Et petite parenthèse par rapport au titre à revenu fixe, si vous investissez dans des obligations à l'intérieur de votre CELI, dans ce cas-là, c'est sûr, vous ne payerez pas d'impôt sur les intérêts que vous avez reçus. Par contre, si vous investissez à l'intérieur d'un compte non enregistré, que ce soit un compte comptant ou sur marge, les intérêts que vous avez gagnés vont être ajoutés à votre revenu imposable. Autrement dit, il faut comprendre qu'il y a différents types de revenus de placement. Le premier, c'est les intérêts. Le deuxième, les dividendes. Et le troisième type, c'est les gains en capital. Et en termes d'imposition, les intérêts, c'est les moins intéressants parce que sont imposés comme un revenu régulier. Si vous allez chercher 2000 $ d'intérêt cette année, ben ce 2000 $-là se rajoute à votre revenu imposable et vous allez être imposé là-dessus selon votre taux d'imposition marginal. Parce que contrairement aux dividendes qui ont droit à un crédit d'impôt et contrairement aux gains en capital qui sont il y a seulement 50% du gain en capital qui est imposable, du côté des intérêts, il n'y a pas
Il n'y a aucun avantage fiscaux de ce côté-là. Donc, c'est sûr que pour les titres à revenus fixes, pour les revenus sous forme d'intérêt, ça serait peut-être mieux d'aller dans un compte enregistré pour avoir des revenus à l'abri de l'impôt. Une autre classe d'actifs que je vais vous parler rapidement, c'est la crypto-monnaie et plus spécifiquement le Bitcoin. De mon côté, je ne juge pas le monde qui met leur argent là-dedans, mais personnellement, je suis encore plus convaincu que je ne veux pas investir dans cette classe d'actifs-là. À date, le Bitcoin n'a pas démontré qu'il pouvait agir comme valeur refuge dans un contexte où le niveau d'inflation est élevé. Il n'a pas démontré ça non plus dans un contexte où il y a un conflit géopolitique important comme celui qu'il y a présentement avec la Russie, l'Ukraine. Donc, c'est sûr que si on regarde ça, dans les faits, le prix du Bitcoin, il suit les fluctuations des autres actifs risqués comme les actions à l'intérieur de l'indice Nasdaq. En fait, juste à regarder les données depuis 1 an, regarder ça sur un graphique, on peut clairement voir qu'il y a une corrélation directe entre la direction du Nasdaq, l'indice Nasdaq, et celle du prix du Bitcoin. 95% du temps, si l'indice Nasdaq il baisse, le prix du Bitcoin va descendre lui aussi. Donc, c'est sûr que pour moi, le Bitcoin et les cryptos en général, c'est pas nécessairement la meilleure place pour investir votre argent durement gagné. Puis tu sais, même l'argument de dire que, contrairement à la monnaie fiat, comme le dollar, l'euro, tout ça, avec l'algorithme derrière le Bitcoin, il n'y aura jamais plus que 21 millions de Bitcoin créés. Donc, il y a une quantité limitée de Bitcoin. Et ça voudrait dire qu'il y a un phénomène de rareté. Et c'est ça qui donnerait la valeur au Bitcoin. La seule chose, c'est que, oui, le nombre de Bitcoin est limité, dans le sens qu'elle ne dépassera jamais 21 millions de Bitcoin, mais il n'y a rien qui empêche que demain matin, il y ait quelqu'un qui soit capable de programmer une crypto très similaire ou même meilleure que le Bitcoin. Au fait, il y a déjà quasiment 20 000 crypto-monnaies disponibles. Donc, c'est sûr que personnellement, je ne vois pas trop le phénomène de rareté là-dedans. Mais là, attention, ça ne veut pas dire que je ne vois pas de potentiel avec le blockchain ou avec les NFT. Par exemple, la blockchain, je pourrais voir ça dans les suivis de voitures, de l'achat à l'entretien, aux réparations, à tout ça, dans le fond, serait inscrit dans une chaîne de blocs qu'on ne pourrait pas modifier pour s'assurer que, de un, il n'y a personne qui recule le millage, et de deux, tu pourrais vérifier, hors de tout doute, l'entretien de ton véhicule. Donc, ça pourrait être une utilité concrète de la technologie du blockchain qui pourrait fonctionner au day-to-day. Pour les NFT, ça pourrait être avec les billetteries, donc pour les concerts de musique ou les conférences, etc. Ça pourrait être des tickets sous forme de NFT, donc uniques sur une chaîne de blocs encore une fois, et ça permettrait d'éviter la fraude. Ça pourrait être, il pourrait être collectionnable, il pourrait avoir une seconde valeur à ce ticket-là. Bref, il y a un potentiel, puis je vois ces technologies-là dans le futur, mais du côté du Bitcoin, je crois pas que le Bitcoin est une valeur refuge. Je trouve pas que c'est un actif qui fait sa job, du moins. Et je pense pas non plus que ça va être la monnaie mondiale qui va être utilisée partout à travers le monde. Oui, je pense que la monnaie en papier va disparaître, puis qu'on va finir par utiliser des monnaies numériques. Je pense qu'on s'en sortira pas. Mais à mon avis, la monnaie ne sera pas décentralisée. Autrement dit, elle va être encore émise et contrôlée par les gouvernements. Même si je suis contre l'idée que l'État
peux faire imprimer de l'argent à l'infini avec la banque centrale, puis qu'en même temps, du fait même, ça vienne déprécier mon cash, ça reste que le fait que la monnaie soit backée par une entité comme le gouvernement, c'est un peu ça qui fait en sorte que on lui accorde toute une valeur. Et je dis tout ça par rapport au Bitcoin, du fait que, tant qu'à moi, c'est un actif qui n'a pas de valeur intrinsèque, mais je tiens à préciser que j'achète pas plus de métaux précieux comme de l'or ou du silver. Dans le sens que moi, quand j'investis, j'achète des actifs qui produisent des cash flows. Une entreprise cotée en bourse, premièrement, ça détient de l'immobilier, ça détient de l'équipement, ça détient des banques de données. Il y a quelque chose, il y a une valeur derrière ça. En plus, ben, ça génère des revenus et ultimement, ça dégage des bénéfices. Un métaux précieux ou du Bitcoin, ça ne te versera jamais de l'intérêt, puis encore moins des dividendes. Donc, à ce moment-là, le seul moyen d'avoir un profit avec tout ça, c'est avec un gain en capital. Donc, autrement dit, de le vendre plus cher que ce que toi, tu l'as payé. Pour moi, c'est pas de l'investissement. C'est plus proche de la spéculation en espérant qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui est prêt à payer plus cher plus tard. Il n'y a pas de valeur intrinsèque derrière ça. Tout ça pour dire que même si de mon bord, je suis all-in sur les stocks, sur les actions, il y a d'autres classes d'actifs dans lesquelles vous pouvez investir. Et vous avez sûrement remarqué, j'ai même pas abordé l'immobilier. La raison derrière ça, c'est que c'est un domaine qui est aussi complexe que les marchés financiers. Fait que c'est sûr que je suis pas super à l'aise à donner mon opinion là-dessus quand il y a du monde 100 fois plus informé que moi par rapport à ce sujet-là. Et surtout, quand il y a du monde qui ont déjà du skin in the game, c'est-à-dire qui ont déjà des investissements dans l'immobilier. De mon côté, j'ai jamais investi là-dedans. L'immobilier locatif puis le multilogement, c'est pas un type d'investissement qui m'excite. Par contre, comme je vous le dis, ça reste une autre catégorie d'actifs qui vous permet d'avoir un exposure à d'autres choses que des placements en bourse. Sinon, je peux quand même vous donner mon opinion sur l'immobilier résidentiel. J'ai reçu une tonne de questions de ce côté-là, mais gardez en tête que je suis loin d'être un expert dans ce domaine-là. De mon côté, c'est sûr que je trouve que les statistiques et les données sur ce secteur-là, l'immobilier résidentiel, c'est super pertinent parce que, veut pas, l'achat d'une maison, pour la grande majorité du monde, c'est le plus gros achat de leur vie. Donc, c'est sûr que tout ce qui se passe de ce côté-là va avoir une influence sur beaucoup de personnes, donc ça reste intéressant. Pour répondre à la question que j'ai reçue au minimum 100 fois, la question étant, est-ce que tu penses que le prix des maisons va descendre bientôt? La réponse à ça, c'est, je le sais pas. Au fait, personne ne le sait. Je suis loin de pouvoir le savoir aussi. Et la seule chose qu'on peut savoir, la seule chose qu'on peut observer, c'est que historiquement, le prix des propriétés va descendre quand il y a un débalancement au niveau des vendeurs et des acheteurs. C'est-à-dire que lorsqu'il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs, qui est la situation inverse de ce qu'on connaît depuis 2020. Depuis 2020, il y a plein d'acheteurs. Évidemment, les taux d'intérêt étaient super bas, mais il n'y avait pas beaucoup de maisons à vendre en inventaire. Et pour qu'il y ait un renversement de la tendance, il faudrait qu'il y ait très, très peu d'acheteurs, des acheteurs qui sont frileux, des acheteurs qui ne sont pas nombreux du fait que les taux d'intérêt sont moins attrayants, et qu'en même temps, il y ait du monde, il y ait beaucoup de vendeurs qui veulent se débarrasser rapidement de leur maison. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vendre sa maison à perte, c'est pas mal la dernière chose que quelqu'un veut faire. Fait que pour que ça arrive, faudrait vraiment qu'il y ait une conjonction d'un paquet d'éléments, entre autres un fort ralentissement économique.
Donc, pour ceux qui regardent peut-être pour leur premier achat de maison, le premier signe avant-coureur, ce serait probablement une augmentation de l'inventaire. C'est-à-dire que le nombre d'inscriptions en vigueur, ça, tu peux avoir ça, les stats sont disponibles sur Centris. Si tu vois une augmentation de ce côté-là, il y a de plus en plus de maisons à vendre. C'est sûr que là, c'est un signe que, oups, il y a du monde qui veulent se débarrasser de leur maison, qui veulent peut-être downsizer, qui veulent peut-être empocher leur profit. Peu importe c'est quoi l'optique, il y a du monde qui veulent se débarrasser de leur maison. Et de l'autre bord, il y a peut-être de moins en moins d'acheteurs. C'est normal si tu compares avec les taux d'intérêt qu'on avait en 2020 à 0,25% versus le 2,5% qu'on a aujourd'hui et le 3% et plus qu'on devrait avoir dans les prochains mois, ben c'est sûr qu'on n'est pas dans les mêmes conditions économiques. Donc, c'est un secteur qui est à surveiller. Fait que je vais conclure l'épisode en vous disant que à chaque jour que vous n'avez pas investi, ben vous perdez de l'argent. Vous avez tout avantage à connaître vos options en termes d'investissement. C'est quoi les types de placements? C'est comment maximiser les gains à l'abri de l'impôt? C'est quoi les comptes enregistrés? Comment épargner pour l'achat d'une première maison? C'est quoi les incitatifs? Combien mettre de côté pour les imprévus? Etc., etc. Donc, présentement, moi, je suis en train de préparer une formation sur la gestion des finances personnelles et d'après moi, ça va être disponible septembre, peut-être mi-octobre. Et tant qu'à moi, ça, c'est le step 1, c'est la première étape avant même de se lancer dans le trading ou dans la gestion de portefeuille. Il faut être en mesure d'évaluer sa situation financière puis de comprendre comment fonctionne l'imposition, les taux d'intérêt, les prêts, le CELI, le REER, puis tous les autres éléments de base de la finance. Donc, je vais vous tenir au courant pour cette nouvelle formation-là et je vous remercie pour votre écoute. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.